Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and the Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube ou à soutenir l'émission sur Patreon et à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Laith Marouf. Laith est un critique des médias, journaliste et commentateur politique palestino-syrien basé au Liban, qui suit de près les développements en Palestine et dans la région plus large de l'Asie occidentale. Laith, bienvenue dans India and the Global Left. Laith, welcome to India and Global Left. Ravi d'être avec vous. Réinvité. I wanted to focus on the Gaza. Je voulais me concentrer sur le cessez-le-feu à Gaza pour nos téléspectateurs. Il s'agit de la première phase de mise en œuvre fondée sur la proposition en 20 points de Trump, et elle ne comprend pas tout. Les points les plus notables sont la cessation des hostilités en échange d'échanges de prisonniers, l'aide humanitaire et le retrait partiel des forces de défense israéliennes du côté ouest de Gaza. Quelle est votre impression de ce plan de cessez-le-feu? What is your impression of this ceasefire plan? Eh bien, il est clair que la conférence de presse que Trump a tenue avec Netanyahou, annonçant leur proposition d'une vingtaine de points, incluant le désarmement et le démantèlement du Hamas, ainsi que la nomination du vice-roi de l'Empire, le criminel de guerre Tony Blair, comme gouverneur du camp d'extermination de Gaza, est parti en fumée. Tout cela n'était qu'une guerre psychologique, dans l'espoir que le peuple palestinien et la résistance palestinienne plient sous la pression. Cela a été suivi bien sûr par la tentative d'assassinat des négociateurs du Hamas au Qatar pour accentuer cette pression psychologique. Et encore une fois, cela a échoué. Nous en sommes donc aujourd'hui à la même proposition que le Hamas avait avancée le 8 octobre 2023. Un échange de prisonniers de guerre et la fin des hostilités. Le but principal du lancement du 7 octobre était d'obtenir la libération des milliers et des milliers de prisonniers palestiniens. Ce que nous savons maintenant, d'après cet accord, c'est qu'il y aura 20 prisonniers de guerre israéliens libérés en échange de 2000 prisonniers palestiniens. En tête de la liste des prisonniers palestiniens à libérer figure Marwan Barghouti, le chef de la branche militaire du Fatah, qui croupit en prison depuis la seconde intifada, et Ahmed Saadat, le dirigeant du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, ainsi que deux des prisonniers les plus haut placés du Hamas et du djihad islamique détenus dans les prisons israéliennes. C'est un accord auquel les Israéliens ont consenti. C'est un immense succès, car cela montre que le Hamas accorde la priorité aux prisonniers de toutes les factions palestiniennes détenus dans les prisons israéliennes. Et nous verrons l'arrivée de centaines de camions, environ 600 par jour, apportant nourriture et aide. Ainsi, enfin, la famine provoquée par l'homme que les Israéliens menaient prendra fin, et le peuple palestinien aura un répit face au génocide. Bien sûr, tout cela reste encore incertain. Jusqu'à présent, les sionistes n'ont pas vraiment cessé de bombarder Gaza. Même à l'instant où nous enregistrons, les bombardements continuent. Bien que le cessez-le-feu soit censé entrer en vigueur à midi, heure de Gaza. Nous en sommes maintenant à 5 heures de retard et nous ne savons pas vraiment si cela va se produire. Mais Trump risque assurément toute sa crédibilité si le cessez-le-feu ne prend pas effet ce soir. Hazem Qassem, Hamas's spokesperson, has Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas, vient de déclarer à Al Jazeera que les Israéliens ont déjà commencé à manipuler la liste des prisonniers que vous avez mentionnés. Il est question de la libération de 200 prisonniers condamnés à perpétuité
en plus des 1800, ce qui porterait le total à 2000. Il a également affirmé que les Israéliens revenaient globalement sur certaines des procédures convenues avec les négociateurs. Beaucoup de gens doutent que le cessez-le-feu tienne, et nous reviendrons sur les enjeux qui vont au-delà de celui-ci. Mais compte tenu de la tradition de tromperie israélienne et du manque de responsabilité lorsqu'il s'agit de respecter les accords, quel est votre sentiment quant à la possibilité que le cessez-le-feu tienne cette fois-ci? Eh bien, il n'y a certainement pas de personne plus vicieuse et vous savez, moins digne de confiance sur cette planète que l'élite israélienne et le gouvernement israélien. Cela, vous savez, pourrait sans doute s'étendre à l'ensemble des élites occidentales. Nous avons des siècles d'accords avec les nations autochtones, aux États-Unis, au Canada, dans les Amériques et en Océanie, qui ont été violés à maintes reprises. Il n'y a pratiquement aucun traité que les États-Unis aient jamais respecté. Nous portons donc ce poids de l'histoire. En même temps, nous regardons ce qui s'est réellement passé à Gaza, au-delà du génocide, depuis 2 ans. Ce que nous avons vu, c'est un camp d'extermination assiégé qui a résisté pendant 2 ans à la puissance combinée de l'empire sioniste occidental dirigé depuis Washington, D.C. Toute sa puissance militaire, toute sa puissance financière, toute sa puissance de propagande. Non seulement Gaza leur a résisté, mais elle les a écrasés. Regardez cette réalité. 2 ans, et les hordes de l'Occident n'ont toujours pas réussi à entrer dans la ville de Gaza. Si la guerre avait duré plus longtemps, il leur aurait fallu au moins 2 années supplémentaires, rien que pour occuper la ville de Gaza. Et pendant ce temps, au cours de ces 2 années, au-delà de la défaite militaire à Gaza, de la défaite militaire au Liban, de la défaite militaire au Yémen, de la défaite militaire en Iran, l'ensemble de l'Occident réuni a subi la plus grande perte médiatique et propagandiste de l'histoire humaine. Il y avait 80 ans de propagande accumulée sur le sionisme, sur la suprématie occidentale, les valeurs, la culture et la civilisation. Une propagande qui s'était enracinée non seulement dans l'esprit des citoyens de ces pays occidentaux, mais aussi dans celui de toute l'humanité. Ce trésor entier de propagande s'est brisé sur les rochers des côtes de Gaza. Aujourd'hui, les Palestiniens de Gaza, les enfants qui ont survécu à ce génocide, seront reconnus comme les artisans du grand éveil en Occident. Non pas à propos du sionisme, ni de la Palestine et de son histoire de colonisation, mais à propos des véritables structures de pouvoir et de contrôle au sein de leur propre société. Avant le génocide de Gaza, c'est pourquoi le 7 octobre deviendra une date marquante dans l'histoire. C'est le premier repère du XXIe siècle dont on se souviendra pour ses changements tectoniques, aussi profonds que ceux de la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle. Aujourd'hui, un citoyen des États-Unis qui, avant ce génocide, était convaincu qu'il existait la liberté d'expression, la démocratie, qu'il pouvait élire des représentants et participer au progrès de sa société, s'est désormais réveillé à la réalité qu'il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous savez, souvenez-vous, il y a 2 ans, si vous aviez attrapé quelqu'un dans la rue aux États-Unis ou en Europe et lui aviez dit « Vos médias sont contrôlés par des sionistes », que vous aurait-il répondu? Aujourd'hui, nous avons des milliardaires sionistes à découvert, achetant CBS, achetant TikTok et disant à tout le monde « Nous faisons cela pour vous imposer une position pro-israélienne, pro-sioniste ». Les choses sont maintenant complètement au grand jour. Et ce n'est pas que la Palestine elle-même soit la principale question dans ces sociétés, c'est le déclencheur. En ce moment, la bataille de la Palestine a transformé toute forme de progrès en Occident en une question interne.
Ce n'est plus comme si un citoyen canadien ou américain débattait avec son gouvernement à propos des exportations d'armes ou de l'implication dans les guerres en Irak ou en Afghanistan. Désormais, c'est un citoyen canadien ou britannique qui se bat contre son propre gouvernement pour des droits fondamentaux. Le génocide à Gaza et le 7 octobre ont bouleversé le monde entier d'une manière qui rend tout retour en arrière impossible. C'est un changement tectonique. On ne peut pas reconstituer la Pangée après que les continents se sont séparés. Et cela, je pense, montre clairement pourquoi l'Occident et Israël n'avaient pas d'autre choix que d'accepter le cessez-le-feu. Ils pansent leur plaie, tout en prétendant encore avoir gagné, mais ils ont subi une perte immense, et il n'y a plus de retour possible à partir de maintenant. Et cela s'inscrit dans la tradition d'Israël. Ces protestations contre la guerre américaine au Vietnam, la première vague de manifestations contre l'invasion de l'Irak. C'est dans cette même tradition de dénonciation de l'Empire à travers la guerre qui se déroule au sein même de la cour impériale. Dans ma mémoire vivante, le génocide à Gaza a le plus contribué à éveiller l'opinion publique. J'ai rencontré de nombreuses personnes en Inde, en particulier, qui n'avaient aucune idée de l'histoire de la Palestine. Mais à cause de ce génocide diffusé en direct, elles ne peuvent s'empêcher de croire, d'exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Et pas seulement d'exprimer leur solidarité, mais aussi de reconnaître l'importance de la lutte palestinienne dans le cadre plus large de la lutte anticoloniale et anti-impériale à travers le monde. Vous avez mentionné cette perception du cessez-le-feu comme une victoire en Israël. Je veux dire, une partie de cela concerne cet ensemble très restreint de questions à propos d'une vingtaine de prisonniers de guerre en Israël. Mais il faut dire que le Hamas n'a pas accepté la démilitarisation. Il s'est également montré très vocal sur le retrait total de l'occupation, au moins de Gaza, ce à quoi Israël ne s'est pas engagé. Il parle de phases. Et même dans les dernières, ils ont l'intention de maintenir une zone tampon à l'intérieur du territoire de Gaza. Et puis il y a des discussions sur la reconstruction de Gaza après le génocide. C'est là qu'on entend parler de cette idée d'un conseil de la paix, des années de mandat, et ainsi de suite. Encore une fois, quelque chose que le Hamas n'a pas accepté. Donc si vous pouviez préciser un peu ces points de blocage, parce que la première phase est vraiment très partielle. Elle ne touche qu'à des aspects limités du génocide. Mais des enjeux bien plus vastes sont en jeu lorsqu'on pense à la cause plus large de la liberté palestinienne face au colonialisme. Oui, donc l'échange de prisonniers de guerre, je pense que le plus important au-delà des chiffres, c'est la direction palestinienne qui sera libérée. Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, cela va changer les dynamiques de pouvoir en Cisjordanie, pas seulement à Gaza. Mahmoud Abbas sera isolé. Nous voyons donc déjà que la majeure partie du plan présenté lors de cette conférence de presse avec Trump et Netanyahou s'est effondrée. Il n'y a aucun moyen de désarmer le Hamas. Remater Green will has a fourth. Il n'y a aucun moyen de déloger le Hamas du contrôle de Gaza, sauf par des élections dans les territoires palestiniens. Des élections qui garantiraient la disparition de Mahmoud Abbas de la scène politique. Et avec la supposée libération de Marwan Barghouti et Ahmad Saadat, représentants du Fatah et du FPLP, cela garantirait également une unité nationale pour la première fois, avec la sortie et l'isolement de la classe collaborationniste de Mahmoud Abbas. Pour moi, c'est donc un immense succès. Maintenant, supposons que les Israéliens libèrent ces prisonniers de guerre et qu'il y ait cet échange, et qu'aussitôt après, les Israéliens reprennent la guerre. C'est ce que Smotrich a ouvertement tweeté sur son compte Twitter. Qu'aussitôt l'échange terminé,
ils devraient commencer leur mission consistant, selon ses propres termes, en l'extermination du Hamas et la démilitarisation totale de Gaza. Oui. Supposons donc que cela se produise. Supposons que les Israéliens reprennent leur campagne génocidaire. Que peuvent-ils faire différemment pour gagner cette guerre? Je veux dire, ils bombardaient des zones où se trouvaient leurs propres prisonniers et ne se souciaient pas vraiment de leur vie. Ils ont utilisé, avec l'Empire occidental, les armes les plus avancées dont ils disposent, en deçà du seuil nucléaire. Ils ont largué là-bas suffisamment d'explosifs pour équivaloir à 12 ogives nucléaires sur une zone plus petite que Nagasaki et Hiroshima. Il n'y a donc rien que les Israéliens puissent faire différemment, avec ou sans échange de prisonniers. Et ils ne se sont jamais souciés de la vie de leurs prisonniers. Supposons donc qu'ils reprennent cette guerre après l'échange. Vont-ils gagner la bataille? Vont-ils pouvoir occuper la ville de Gaza? Il leur faudra au moins 2 ans de plus pour y parvenir. Ils n'ont pas réussi à le faire. Il leur a fallu 2 ans rien que pour atteindre les entrées de la ville de Gaza. Alors, peuvent-ils utiliser une arme nucléaire sur Gaza? Ils ne le peuvent pas car tous leurs colons seraient également irradiés, n'est-ce pas? Donc, si nous revenons à la même bataille, les résultats sont déjà écrits. En fait, je dirais que la seule raison pour laquelle Trump s'est empressé d'imposer ce cessez-le-feu et d'accepter la proposition du Hamas présentée le 8 octobre 2023, c'est que la bataille pour la Palestine atteignait un moment critique dans les sociétés occidentales. Un peu plus de cela, quelques mois de plus, peut-être même quelques jours, et il y aurait eu des affrontements directs dans les rues qui auraient pu devenir armés. Les États-Unis eux-mêmes vivent déjà les premiers jours de leur propre guerre civile, avec le déploiement de la garde nationale dans les grandes villes, et les affrontements que nous avons vus entre la police locale, la garde nationale, les maires, les gouverneurs et le président. Même avant cela, Elias Rodriguez avait tiré des balles dans la tête de 2 employés de l'ambassade d'Israël et les avait tués. Nous en étions arrivés au point de révolution entièrement armée et militarisée en Occident. La situation n'est pas très différente de celle de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Et tout le tissu social de ces sociétés, ainsi que le contrat social entre l'État et le citoyen dans toutes les sociétés occidentales, s'effondrait et était au bord de déclencher une guerre civile. Donc je pense que si les sionistes relancent cette guerre, ils ne seront pas dans une meilleure position militaire. Les Palestiniens continueront à souffrir de ce qu'ils endurent et poursuivront leur résistance. Et de plus en plus de personnes à travers le monde deviendront militantes dans leur opposition au sionisme, au génocide en Palestine et aux dictatures de leur propre gouvernement qui les ont dépouillés de tous les droits théâtraux dont ils parlent depuis 80 ans. Et cette fois, la militance serait bien plus intense, étant donné qu'ils n'auraient plus, du moins dans la mesure où les gens croyaient autrefois à ces récits de propagande. Vous savez, les décapitations de bébés, les violences sexuelles. Je veux dire, tout cela s'est révélé être des canulars, mais il faut reconnaître que beaucoup de gens y ont cru. Cette fois, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, ils n'auront même plus ce récit de propagande pour les soutenir. Oh oui. Oh oui. Et souvenez-vous, regardez, toute cette propagande après le 7 octobre et le génocide lui-même visait à écraser l'esprit de résistance. Parce que le 7 octobre, je veux dire, nous sommes un peu restés coincés dans cette boucle du génocide. Mais, vous savez, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous comment la plupart de l'humanité s'est sentie le 7 octobre,
lorsque ces Palestiniens assiégés, qui n'ont jamais vu le monde extérieur de toute leur vie, emprisonnés perpétuellement depuis des générations, ont franchi ce mur d'apartheid sur ses parapentes et ont pris le contrôle de 12 bases israéliennes, tuant ou capturant les 12 principaux généraux israéliens. Ce fut un jour glorieux pour la plupart de l'humanité. Le cœur des gens a battu plus fort en voyant le peuple palestinien sortir des clôtures et des portails pour retourner sur leur terre d'origine, dont ils avaient été nettoyés ethniquement. Tout ce que nous avons vu de ce génocide et toute la propagande créée par les sionistes, au début et jusqu'à aujourd'hui, a été conçu pour écraser ce moment de joie dans nos cœurs, pour nous faire croire que ce n'était pas réel, tout comme ces mensonges sur les bébés décapités et les viols, ou pour nous faire dire que cela n'en valait pas la peine à cause de ce génocide qui en a résulté. Ni cette propagande initiale, destinée à ternir la réputation des combattants de la Palestine, ni cette propagande délibérée, la diffusion incessante de l'Holocauste à Gaza, ou ces vidéos de soldats israéliens violant des prisonniers palestiniens diffusées volontairement, rien de tout cela n'était accidentel. Ce n'était pas une fuite. Tout cela visait à nous démoraliser, à nous faire renoncer, en tant qu'êtres humains, même à rêver que nous pouvons vaincre le sionisme, l'impérialisme ou le colonialisme au XXe siècle. Et voilà que le peuple palestinien a résisté à cela pendant 2 ans, et il résistera encore s'il le faut, jusqu'à ce que la libération soit possible et que toute l'humanité puisse suivre cet exemple et créer ses propres mouvements de résistance. Il n'y a rien à craindre des impérialistes et des sionistes, si ce n'est nos propres peurs intérieures qui nous maintiennent en esclavage. Cela me rappelle Walter Benjamin, le grand philosophe issu de la tradition marxiste. Je crois qu'il était allemand. Il a écrit sur la violence conservatrice du droit exercé par l'État, ainsi que sur les aspects fondateurs et conservateurs du droit. Ce qu'il disait, c'est qu'une partie de la punition et de la réaction excessive de l'État face au soulèvement et au mouvement de classe vise à montrer à l'autre camp que nous avons le pouvoir. Il s'agit de menacer et d'effrayer les gens pour les soumettre, plutôt que de se soucier de la justice ou de quoi que ce soit de ce genre. Et une partie de ce que les sionistes ont essayé de démontrer, c'était d'effrayer le mouvement de résistance pour le soumettre, ce qui n'est jamais arrivé. Laith, tu as parlé de l'impact que cela aurait sur la politique palestinienne elle-même. Peut-être la fin de la carrière d'Abbas, mais aussi tout le renouveau de la résistance, pas seulement à Gaza. Je suppose que cela aurait un impact considérable sur la Cisjordanie occupée, étant donné le manque de popularité d'Abbas en particulier, mais aussi de l'autorité palestinienne en général. Mais pourrais-tu parler un peu de son impact sur la société israélienne? Parce qu'on voit déjà des questions émerger au sein même du cadre sioniste, comme « Pourquoi n'avons-nous pas accepté cela le 8 octobre? À quoi tout cela servait-il? Il aurait pu y avoir plus d'otages, tu sais, des otages du côté israélien, qui auraient pu être sauvés. Comment vois-tu son impact sur la société israélienne elle-même? Oui, donc les sionistes ont toujours fondé leurs idées et leurs projets sur le fait d'être les plus forts, ceux qui vont sauver les Juifs, les protéger et s'assurer que personne ne puisse les vaincre. Ils ont disposé de tout un empire médiatique et du soutien de véritables empires. Et tu sais, aujourd'hui, tout cela s'est effondré. L'endroit le plus dangereux au monde pour les Juifs est Israël en tant que colonie. Ni les empires de propagande, ni les empires militaires qui soutiennent la colonie sioniste ne peuvent la sauver de son destin. Ainsi, la raison pour laquelle l'establishment sioniste, Netanyahou et sa cabale, s'est lancé dans ce génocide n'est pas seulement d'instiller la peur dans la vie des Palestiniens ou de quiconque veut leur résister, mais aussi de dire
« Hey, nous sommes le chien enragé et imprévisible ». Or anybody who wants to resist them say, hey, we're the crazy mad dog. We're going to just go berserk if you do resist. Nous allons simplement devenir fous si vous résistez, mais aussi réinstaurer cette idée chez leurs propres colons qui fuyaient. Il y a des chiffres indiquant qu'1,5 million d'Israéliens sont déjà partis et ne reviendront pas. Ce ne sont pas ceux qui ont la double nationalité depuis le début de ce génocide. Et les sondages que nous avons vus parmi les Juifs américains il y a seulement quelques jours montrent que plus de 60% d'entre eux affirment qu'Israël commet des crimes de guerre contre les Palestiniens. Nous voyons donc que tout le tissu de l'identité sioniste fabriquée et ses piliers s'effondrent. L'autre élément important du contrat social d'un État colonial entre l'État et le citoyen est que l'État colonial garantit votre droit de tuer, violer, coloniser et voler la terre et les ressources d'une personne autochtone sans aucune conséquence pour ses crimes. C'est le principal contrat social d'un État colonial avec ses citoyens. Eh bien aujourd'hui, les sionistes ne peuvent plus, vous savez, faire toutes ces choses sans conséquence. Et la conséquence, c'est la résistance contre eux. Sur la terre de Palestine et à travers le monde entier, être chassé des restaurants en Thaïlande ou en Espagne ou ailleurs, ne pas pouvoir avoir un moment de répit où que vous alliez, là où le drapeau de la Palestine est plus présent que les drapeaux de n'importe quelle nation sur cette planète. Voilà comment les choses sont. Je pense que la raison pour laquelle Netanyahou s'efforce tant de ne pas mettre fin à cette guerre sans pouvoir la qualifier de succès total, c'est qu'il sait que le tissu interne de la société coloniale va s'effondrer et se détériorer. Et nous le voyons déjà, même avant un cessez-le-feu. Nous avons vu ces manifestations pendant 2 ans. Même avant la guerre, elles commençaient à cause de l'impasse du projet colonial. Maintenant, nous avons ces fascistes extrêmes qui ont été portés au pouvoir, ainsi qu'une génération de citoyens transformés en tueurs de masse et criminels de guerre à la manière de la Gestapo au cours des 2 dernières années. Ils vont devoir rentrer chez eux lorsque le cessez-le-feu aura lieu, et ils vont se dévorer entre eux, se rejeter mutuellement la faute pour tout cela. Tu sais, tu as mentionné que certaines personnes disent « Eh bien, si c'était ça l'accord de cessez-le-feu, pourquoi ne pas l'avoir accepté dès le début ?» Et ensuite, tous ceux qui sont plus extrêmes vont s'en prendre à Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, et ils finiront par se dévorer entre eux. Un cessez-le-feu est la pire chose que la colonie sioniste pourrait recevoir à cause de l'introspection interne qui en découlera. Sans parler de toutes les pressions qui vont maintenant s'ajouter, avec des gens traquant les sionistes pour les traduire devant des tribunaux pour crimes de guerre à travers le monde. Vous avez mentionné l'objectif lié aux prisonniers de guerre de l'opération du 7 octobre, qui visait à libérer les otages palestiniens. Il y avait quelques autres objectifs, peut-être pas clairement énoncés, mais l'un d'eux consistait à aller au-delà de la Palestine, à s'intéresser à ce que faisaient Israël et les États-Unis dans la région au sens large. On parle parfois de cela comme des efforts dits des accords d'Abraham, menés durant la première administration Trump. L'un des objectifs était de briser cette alliance réactionnaire. Donc, au-delà de la Palestine, pourriez-vous partager vos réflexions sur son impact au Liban? En particulier, nous voyons les divisions au sein du Liban s'aggraver à cause de ce qui se passe en Palestine. Mais le Hezbollah reste ferme. Il a subi des coups et des pertes, mais il s'est sacrifié pour la cause. Nous avons également vu le gouvernement Ansar Allah au Yémen se dresser non seulement contre les sionistes, mais aussi contre les Américains.
et ensuite Israël subir des revers du côté des sionistes. Quel serait l'impact de tout cela sur l'axe de la résistance d'une part et sur l'alliance réactionnaire placée sous l'égide des États-Unis d'autre part? Under the umbrella of the United States on the other hand. Look, maybe it would be really good to Écoutez, il serait peut-être utile de faire ici un bref rappel historique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays arabes étaient sous occupation directe par les Français, les Britanniques, les Italiens et d'autres. Il y eut des révoltes et des révolutions arabes, à commencer par la Syrie. En 1942, la Syrie fut le premier pays à obtenir son indépendance et sa souveraineté par la lutte armée contre une puissance coloniale, avant même que la Chine ne soit complètement libérée. Depuis lors, le conflit oppose les républiques arabes qui ont échappé au colonialisme et les monarchies arabes encore installées par les Britanniques, les Français, puis les Américains, qui ont garanti leur survie tout en combattant la libération et l'unification du peuple arabe, ainsi que la libération de la Palestine. Et, vous savez, nous avons assisté à la défaite et à l'effondrement de l'Union soviétique, ce qui a laissé toutes les républiques arabes sans parrain militaire, contrairement aux monarchies collaborationnistes du monde arabe. Et une à une, entre l'effondrement de l'Union soviétique et la réémergence de la Russie sur la scène mondiale, les républiques arabes ont toutes été reprises. Une partie de cela fut ce qu'on a appelé l'automne arabe. Certains l'appellent le printemps arabe, une révolution de couleurs destinée à détruire ce qu'il restait des républiques arabes. Ils ont presque réussi, la Syrie fut la dernière à tenir bon. Et c'est un pays très important. La plus ancienne capitale du monde, Damas, capitale des premiers empires arabes et musulmans, la capitale ayant servi le plus longtemps à un empire arabe ou musulman. C'était donc l'objectif, l'extraire de l'axe de la résistance, ouvrir la voie aux régimes collaborateurs et vassaux du monde arabe, pour laisser la Palestine mourir seule. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que les accords d'Abraham ont été publiés, lorsque Trump a offert Jérusalem et le plateau du Golan à Israël, tandis que la Syrie s'enlisait dans un bain de sang. Avec des centaines de milliers d'escadrons de la mort wahhabite, envoyés du monde arabe et musulman pour la détruire. Oui, le 7 octobre est donc arrivé à un moment où tout le monde pensait que la Palestine était morte. Les médias occidentaux étaient entièrement tournés vers l'Ukraine, et les monarques arabes se croyaient en sécurité après 80 ans de trahison envers leur propre peuple. Ils pensaient que tout le terrain leur était ouvert. La Syrie était acculée, et il ne restait personne pour les combattre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et le 7 octobre est arrivé et a détruit les accords d'Abraham. Cela n'a pas seulement détruit les accords d'Abraham, cela a aussi détruit la propagande de ces monarchies du Golfe, la propagande qatari, saoudienne et émiratie qui durait depuis des décennies, tout comme la propagande sioniste qui cherchait à discréditer quiconque résistait aux États-Unis, en prétendant que le Hezbollah, la Syrie ou l'Iran exploitaient la cause palestinienne pour se maintenir au pouvoir. En réalité, ce sont ces monarchies du Golfe qui exploitent tout le monde pour rester au pouvoir. Et la guerre qui a suivi le 7 octobre a tout révélé au grand jour. Elle a montré comment le Hezbollah, le Yémen, la Syrie et l'Iran sont prêts à se sacrifier pour la Palestine et non pour leur propre pouvoir. Ils sont prêts à se sacrifier pour la Palestine. They're willing to sacrifice themselves for Palestine. And all that talk about Shia versus Sunni. Tout ce discours sur les chiites contre les sunnites, le culte wahhabite, a été chargé de promouvoir cela par les Britanniques puis par les Américains depuis les années 1930. C'est désormais effondré. Tout le monde sait que le culte wahhabite et ceux qui se disent sunnites alors qu'ils ne le sont pas, ne représentent pas leur peuple.
les musulmans sunnites honorables sont restés à regarder pendant qu'un génocide d'une population sunnite en Palestine était perpétré. Et les seuls à leur être venus en aide ont été les chiites, qui ont tout sacrifié pour se tenir aux côtés de la Palestine. Tant de choses ont changé. Et je dirais une dernière chose, puisque vous avez parlé du Liban. Cela pourrait nous donner un aperçu de ce qui pourrait se passer à Gaza après le cessez-le-feu. Les Américains ont accepté un cessez-le-feu au Liban et ils ont comploté pour installer un premier ministre qui serait leur marionnette. Ils voulaient que l'armée et d'autres milices sectaires attaquent le Hezbollah, et tous ces plans ont échoué. En réalité, la population au Liban est désormais plus unie. Une plus grande partie, près de 70% de la population, refuse de voir le Hezbollah remettre ou abandonner ses armes, de se désarmer. La manifestation qui a eu lieu la semaine dernière, lors de la commémoration de l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah à Rawchi, un quartier principalement sunnite et chrétien, a rassemblé des milliers et des milliers de sunnites qui brandissaient non seulement des photos de Saïd Hassan Nasrallah, mais aussi de Rafiq Hariri, assassiné en 2005. Ainsi, la position des États-Unis est désormais plus faible. On peut donc prévoir qu'à Gaza, et en Palestine en général, s'il y a réellement un cessez-le-feu et des élections, les marionnettes de l'Occident seront dans une position plus faible que prévu. L'autre chose que l'on peut déduire du cessez-le-feu à Gaza, c'est qu'il suivra très probablement le même modèle qu'ici, avec un retrait des Israéliens, mais tous les 2 ou 3 jours, Israël tue un civil ou envoie un drone frapper un combattant de première ligne contre lequel ils étaient en colère, parce que trop de leurs soldats n'ont pas pu les affronter dans une véritable bataille. Voilà donc ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ce qui s'est passé ici au Liban. Ma dernière question concerne les médias eux-mêmes. Nous avons vu les médias alternatifs ou indépendants jouer un rôle énorme au cours de ces 2 dernières années, et même avant cela. Je ne veux pas idéaliser l'ensemble des médias alternatifs, car ils ne sont pas exclusivement composés de voix qui défendent l'humanité, l'antiracisme, l'anticolonialisme, et ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup de tendances réactionnaires. Néanmoins, les médias traditionnels ont perdu une grande partie de leur emprise, en particulier sur l'information politique, sinon économique. L'un des défis auxquels les médias alternatifs sont confrontés en matière de couverture économique, c'est qu'ils ne sont pas proches des centres de pouvoir. Ils ne sont pas proches de la Réserve fédérale ni de Wall Street. Et donc, toutes les dernières nouvelles proviennent de la presse économique habituelle, le Financial Times, le Wall Street Journal et Bloomberg. Mais en ce qui concerne les informations politiques, ils ont perdu une énorme crédibilité, ce qu'il en restait du moins. Je me demande, en tant que personne étroitement liée au monde de l'information, quelle est votre perception de ce qu'il reste des médias traditionnels après le 8 octobre 2025? Sommes-nous en 2025? Je suis désolé, j'ai eu un petit moment de confusion. Oui, nous sommes toujours en 2025. Le New York Times parle encore d'abord de 1185 Israéliens, puis de 2 millions de Palestiniens, lorsqu'il a couvert aujourd'hui le récapitulatif de ce qui s'est passé au cours de ces 2 années. C'est atroce. Mais quelle est, selon vous, la situation actuelle des médias traditionnels? Eh bien, en regardant les chiffres réels publiés par les organisations qui suivent l'audience et la lecture, il est clair que des journaux comme le New York Times ont aujourd'hui une portée très limitée comparée à celle de nombreux blogueurs et vidéastes sur YouTube. Je pense que leur audience est inférieure à 200 000 lecteurs pour le New York Times, version papier et en ligne. C'est donc une catastrophe pour eux. Je me souviens qu'au Canada, d'ailleurs, c'est similaire avec la CBC,
la société Radio-Canada. Son budget, en 2022, c'était la dernière fois que j'ai participé à des audiences à la Commission de réglementation de la radiodiffusion au Canada, la Commission canadienne de la radiodiffusion et de la télévision. In Canada, the Canadian Radio and Television Broadcasting Commission. Their reach for their national news. Leur émission nationale d'information à 18 heures, qui est la plus regardée à la CBC, n'atteignait même pas 30 000 téléspectateurs. D'accord, nous parlons d'un pays de 35 millions d'habitants. Donc cela se produisait déjà avant ce génocide, parce que, vous savez, je pense qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, l'idée qu'il n'y avait plus de concurrence à leur idéologie s'est ancrée profondément dans l'esprit des élites occidentales et de leurs propagandistes. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de concurrence, je peux dire ce que je veux. Ils sont donc devenus de plus en plus effrontés dans leur mépris de la classe ouvrière, des minorités, culturelles, linguistiques et autres, et dans leur projection d'objectifs coloniaux. Vous savez, la guerre en Irak et toutes ces choses étaient des marqueurs clairs du fait que les médias traditionnels en Occident se fichaient complètement de la manière dont les gens les percevaient parce qu'ils pensaient n'avoir aucune concurrence. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a ouvert un espace qui a changé beaucoup de choses. Cela a montré que la grande majorité de l'humanité, quelle que soit sa culture d'origine, est composée de gens décents. Les masses ne sont pas stupides. Les masses veulent découvrir la vérité. Elles veulent en apprendre davantage. Elles veulent des discussions approfondies. Ils ne veulent pas qu'on leur parle comme à Beavis et Butthead tout le temps, n'est-ce pas? C'est donc là que l'effet des médias dits alternatifs, les réseaux sociaux, s'est accumulé. Cela dit, je veux être très clair. Le paysage des médias alternatifs, en réalité, n'a pas réussi à atteindre son plein potentiel. S'il n'y avait pas les Palestiniens à Gaza filmant leurs propres morts, s'il n'y avait pas la résistance palestinienne et la résistance libanaise produisant ces vidéos d'opérations militaires à haute intensité, il n'y aurait eu aucune base sur laquelle cet espace médiatique alternatif aurait pu construire son analyse. Voilà un point. Cela nous montre à quel point les soi-disant médias citoyens, les journalistes citoyens du tiers-monde, à Gaza, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, sont en réalité plus sophistiqués que le paysage des médias alternatifs en Occident. Nous voyons des gens faire cela pour des mouvements sociaux en Europe, produisant le même type de contenu qui naît du désespoir de nos peuples du Sud. Et une dernière chose que je dirais à propos de l'espace médiatique alternatif en Occident, après avoir travaillé dans la presse écrite, la radio et la télévision, dans tous ces espaces alternatifs et productions communautaires pendant plus de 2 décennies, c'est qu'il y a des centaines de millions de dollars qui circulent dans cet espace. Une ville comme Montréal où j'ai vécu compte 6 stations de radio communautaires, chacune disposant d'un budget annuel d'un demi-million de dollars ou plus. Il y a 4 universités, et sur chaque campus, on trouve 4 journaux, chacun avec un budget d'un demi-million ou davantage. Ajoutez à cela les journaux communautaires et la télévision communautaire. Ainsi, une ville comme Montréal, avec seulement environ 1,5 million d'habitants, consacre plus de 35 millions de dollars par an aux médias communautaires et alternatifs. Les budgets des chaînes de télévision nationales sont plus petits que cela dans des pays 10 fois plus grands. C'est absurde. Quelle est la source de tout cet argent? La source de l'argent provient des frais étudiants pour toutes ces activités. Dans les universités, y compris aux États-Unis, les étudiants payent une cotisation pour la station de radio du campus et pour le journal universitaire.
Il y a aussi des abonnements, ainsi que des subventions et des financements provenant du gouvernement du Canada ou des États-Unis, ou encore de l'État ou de la ville, et ainsi de suite. Il est donc clair qu'on pourrait faire beaucoup plus avec ces ressources. Malheureusement, une grande partie de ces ressources est désormais, ou depuis longtemps déjà, contrôlée par des carriéristes qui arrivent avec une formule toute faite. La programmation est déjà fixée. Rien ne changera. Ils se contentent de remplir des papiers, de se montrer devant quelque chose, de répéter le même contenu qu'on retrouve partout, et ils s'en moquent. Est-ce que ce contenu conduit réellement à une révolution? Une station de radio à Oaxaca, au Mexique, a conduit à une révolution. Une station de radio en Afrique centrale a conduit à un holocauste, n'est-ce pas? Donc une seule station de radio peut provoquer beaucoup de choses. Et rien de tout cela n'atteint réellement son objectif. C'est tragique qu'il y ait tout cet argent qui circule dans les espaces médiatiques alternatifs en Occident, et que nous devions dépendre d'émissions comme la vôtre sur YouTube, autoproduites, isolées de la communauté et ainsi de suite, pour atteindre ce niveau. Imaginez si les ressources de nos communautés étaient réellement libérées et rassemblées pour créer des médias efficaces, capables de briser le monopole des grands médias. Cela nous parle énormément. Nous recevons des messages de nos abonnés, principalement venus de l'Occident, car dans le Sud global, les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour réellement payer des médias indépendants. Et ils ne devraient pas, puisque nous n'avons de toute façon pas de coûts de production énormes. La plupart de nos invités viennent gratuitement. Cela dit, les personnes en Occident qui s'abonnent nous disent souvent « Je viens d'annuler mon abonnement au New York Times pour m'abonner à votre chaîne ». Cela nous laisse un sentiment mitigé, car d'un côté, c'est agréable de voir que les médias dominants perdent leur emprise propagandiste. D'un autre côté, j'ai aussi l'impression que cela reflète le même genre de vide dont tu viens de parler. Car si les gens doivent compter sur nous pour obtenir de bonnes informations, alors le monde entier est d'une certaine manière très appauvri, ironiquement, puisque nous n'avons aucune ressource. Nous nous contentons surtout de rassembler différents fils et segments, des morceaux pris ici et là, en plus de l'excellent ensemble d'invités que nous avons. Mais je pense que c'est vrai. De petites chaînes avec peu de moyens s'en sortent bien mieux que beaucoup de médias alternatifs en Occident, qui disposent pourtant de montagnes de ressources. Nous allons nous arrêter là. Leth, c'était notre première interaction. Elle a eu lieu un peu plus tard que prévu. Mais merci beaucoup pour ton temps. J'ai trouvé que c'était une bonne occasion de t'accueillir pour la première fois. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère revenir bientôt. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Hit the subscribe button.